Alors maintenant, deux grands pourfendeurs de l'immobilisme et de l'éloge de la lenteur. Martial Olivier-Querette et après Guy Valencien. Martial Olivier-Querette, vous êtes coordonnateur de la commission coopération intraprofessionnelle et délégation de tâches de la conférence nationale URPS-ML. Et vous dites, tout ça c'est bien beau, mais il n'y a pas d'avenir sans une remise en cause profonde des organisations pour les médecins libéraux. Alors, que proposez-vous et comment y arriver en 2 minutes? Non, 7. C'est incroyable, hein. On me coupe avant que j'ai commencé, quoi. C'est honte. D'autant que le paradoxe, c'est que lorsque je m'exprime, en fait, c'est l'ensemble des URPS qui s'expriment et qui ont su, à travers la commission sur les coopérations professionnelles, progressivement construire une expertise commune des 26 URPS et être capable, au-delà de l'ensemble des clivages des différentes professions ou des différentes familles d'origine, de produire des positions unanimes et homogènes. Je crois qu'il faut nous auto-saluer dans cette affaire, parce que chacun a fait un effort extrêmement important pour pouvoir s'exprimer sur ce qu'on nous proposait aujourd'hui comme évolution sur les contours de nos métiers. Et nous avons montré que nous n'étions pas d'un côté des moutons bêlants prêts à nous laisser tondre la laine, et de l'autre des opposants systématiques à tout, mais capables de produire des positions. Alors l'enjeu maintenant, c'est au-delà d'une position commune par rapport aux évolutions telles qu'elles nous sont proposées, c'est d'être capable d'imaginer et de construire les évolutions de la suite, c'est-à-dire notre métier et le contour de ces missions en 2025, 2050, 2070, parce que tout va continuer à bouger de façon extrêmement rapide. Et je dirais en préalable que le métier de médecin ne disparaîtra pas. C'est ça notre culture commune, et il ne disparaîtra pas. Il ne disparaîtra pas, mais nous serons capables de faire évoluer ces contours et de nous recentrer d'une part sur ce qui est notre cœur d'activité. Nous, on est là pour soigner, et notre cœur d'activité, c'est la décision médicale. Ça, c'est le cœur d'activité. Et Jean-Bernard l'a remarquablement illustré sur la réalisation dans la périphérie de la consultation d'un certain nombre de gestes, d'actes ou d'interrogations, et puis à la fin, la décision médicale du médecin. Premier élément. Le second élément, c'est que nous savons de façon pertinente, nous savons parfaitement que demain, nous travaillerons en équipe. On n'a pas vocation à rester des médecins individuels, mais au contraire à être dans une équipe. Et ces regroupements dont nous devons prendre l'initiative et qui ont vocation à être organisés par l'ensemble des médecins pour peu qu'ils s'emparent de cette dimension de leur mission, sont la clé essentielle pour répondre à la principale contrainte qui nous arrive aujourd'hui, qui était dans l'actualité hier avec l'accord Sanofi-Google, que d'autres que nous ont envie aujourd'hui d'organiser nos activités. D'autres que nous ont envie d'organiser nos activités. Et c'est notre capacité à répondre, à prendre en compte ce paradoxe et à construire qui va nous permettre de faire la suite. Ça ne peut pas se faire, et Jean-Bernard a terminé son exposé là-dessus, sans poser le problème de façon extrêmement crue des arbitrages entre les différentes professions, à la fois de ce que nous faisons, mais aussi des moyens qui sont mis à disposition, parce que ce sujet-là est un sujet essentiel. Et si on veut obtenir de meilleures rémunérations et des moyens supplémentaires, il est nécessaire que l'on prenne en compte le fonctionnement moderne, qui est celui de la transparence sur les activités et de savoir montrer la qualité de ce que nous sommes capables de produire et de ce que nous apportons aux patients dans nos activités quotidiennes. À partir de là, on peut imaginer de nouvelles répartitions, une amélioration de nos positions respectives et construire notre avenir. Un avenir qui nécessairement sera de façon constante réévalué par l'ensemble des professionnels et pour une part, la nôtre, celle à laquelle nous tenons, par les médecins pour savoir quels seront nos contours demain et les missions qui seront les nôtres, les contours de métier qui vont bouger sans arrêt et qui ont vocation à le faire avec notre aide. Alors, pour être rapide, je dirais qu'on a montré que nous étions conscients des enjeux, nous avons montré que nous sommes responsables de ce qui est à faire, et nous commençons à montrer que nous sommes capables d'être prospectifs. Et c'est cet élément de prospection qui est essentiel dans la construction de demain, parce qu'elle doit se faire à partir de nous,
à partir de ce que nous faisons chacun dans nos activités respectives et de ce que nous construisons dans les différentes équipes de soins qui prennent en charge les patients au quotidien. Je vous remercie. Alors, profession de foi qui n'étonnera personne et poser des principes clairs. Je ne veux pas dire qu'on va supprimer les médecins quand même. Et bien sûr, non mais ça, je ne suis pas sûr que dans la salle beaucoup n'adhèrent pas évidemment à l'axiome qu'il y aura des médecins, surtout qu'on se situe quand même, vous vous situez dans une histoire extrêmement longue, mais sur la question plutôt du travail en commun et du regroupement, j'ai quand même vu parmi les visages en face de nous là quelques expressions de scepticisme, parce que tous ceux auxquels on s'adresse quand on a une prospective disent la même chose, et pourtant la réalité elle est encore faible, la réalité de l'exercice de groupe, à l'exception bien sûr de tous ceux qui, à l'intérieur, par l'environnement technique de leur métier, doivent le faire. Et évidemment, l'expression qu'on a eue ce matin et l'illustration, les deux illustrations au moins, plusieurs qu'on a eues ce matin, sont parfaitement légitimes et montrent l'avenir. Mais quels sont vraiment les leviers pour... C'est un problème de génération, c'est un problème de culture, c'est un problème de... on voit bien que ce n'est pas seulement un problème aussi de moyens. Alors, comment avancer? Non, le moyen, c'est la fin, c'est le bout. Ce qu'on a montré... Libérez-vous, dites ce que vous pensez réellement. Comment y arriver? J'ai pas envie de prendre les chaises des intervenants sur la tête. Les chaises se tiennent là, on peut pas les... Allez-y, donnez le fond de votre pensée. Non, le fond de ma pensée, c'est que nous sommes dans un système en mutation. Système en mutation, il y a des mutations avec des contraintes internes qui sont que nos prises en charge quotidiennes ont changé. Qui ici peut dire que nous travaillons en 2015 comme nous avons travaillé en 2005, comme nous avons travaillé en 1995 ou auparavant? Non, ça bouge. Qui ici peut dire qu'en 2025, la façon de travailler, de prendre en charge les pathologies chroniques sera la même qu'aujourd'hui? Personne ne va le dire, ça bouge. Alors la question, elle est, comment est-ce que nous, on accompagne ce mouvement? Il y a deux éléments. Le premier élément, c'est que nous avons montré ensemble, c'était difficile de se mettre d'accord ensemble, les 26 URPS, pour donner à la HAS ou aux différents interlocuteurs une position commune. Ça paraissait même impossible au départ, cet élément-là. Et pourtant, nous avons su créer cette culture commune. C'est une culture commune de regarder les choses, de regarder quelle est la garantie de qualité et de sécurité pour le patient, de regarder quelle est la garantie de maintien de l'essentiel de ce que sont nos métiers, qui est la décision médicale, pour aboutir à ce qu'ensemble, quand même, ce n'est jamais arrivé dans la profession des médecins libéraux, qu'on puisse ensemble dire, voilà notre position sur telle ou telle évolution. Ça, c'est la culture commune. Mais le deuxième élément qu'il faut prendre en compte, ce paradoxe, c'est cette contrainte extérieure extraordinaire qui vient appuyer sur nous. Quand AXA sort des consultations de généralistes à 5 € par an, on va rester comme ça, là, nous, à faire nos activités comme avant? Non, il faut bouger. Et bouger, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 350 000 professionnels de santé, qu'il y a 10 URPS par région, et qu'ensemble, on est capable d'imaginer la façon de travailler. Sauf que, évidemment, c'est nouveau, cette approche. C'est difficile, parce que chacun doit faire un effort. On a montré qu'on était capable de faire un effort et de rentrer progressivement dans des logiques prospectives. On va s'ouvrir aux autres. On est sur une fin de mandat, un nouveau mandat. On va s'ouvrir aux autres. C'est l'évolution naturelle qui va se faire aux autres URPS, aux autres professions, et les choses vont continuer à se construire. Mais comme l'ont bien illustré nos collègues sur la chirurgie ambulatoire et la filière optique auparavant, les propositions et les constructions doivent venir de nous. Pour être acceptées, elles doivent venir des professionnels. On consulte les professionnels, on leur dit, dans votre situation locale, en fonction de vos attentes à vous et de la réalité locale, comment est-ce qu'on peut construire ensemble dans l'intérêt du patient? Merci. Oui. Merci. Une question, un commentaire? Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, Martial. Tout de même, un des facteurs quand même essentiels, c'est le financement. Hein. Oui. Tout à l'heure, je suis d'accord avec ce qu'a dit notre confrère anesthésiste. Hein. Il faut travailler au retour d'hospitalisation avec les médecins traitants. J'ai vu qu'avec la RESPA, la gestion d'un cas complexe revenait à 300 €. Alors, quelqu'un a dit dans la salle que ce n'était pas beaucoup. 300 €, c'est quand même beaucoup. Notre confrère ophtalmo disait qu'il faut donner les moyens au secteur 1 pour travailler avec les orthoptistes, donc salariés éventuellement des orthoptistes,
Toi, tu viens de dire qu'il faut se réorganiser et travailler en groupe. Les jeunes veulent travailler en groupe. Moi, je dis qu'au niveau de la médecine générale, si au niveau du secteur 1, on donne 300 € par patient complexe à un médecin généraliste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pouvoir enfin embaucher, faire cette coordination, ne pas la déléguer obligatoirement à quelqu'un de l'extérieur, mais à son propre secrétariat, et travailler de concert. 300 € par cas complexe, c'est quand même beaucoup, mais je vois que c'est possible. Alors pourquoi ça ne serait pas possible pour tous? Ça serait un bon moyen pour qu'on puisse s'organiser. Merci. Alors, sur le même thème, monsieur au premier rang, Benoît, oui. Si tu peux, on va prendre toutes les questions ou commentaires en même temps, puis c'est parce qu'il faut qu'on avance. Éric Henry, président du SML. Moi, je trouve, on n'est pas du même bord, Marc, mais je trouve toujours tes interventions superbes. Et toi, si tu peux remonter le coq. Vous allez voter pour lui, alors. Bravo. Donc, non, la coopération, les 300 €, oui, mais si on nous les donne dans nos patientèles, on ne va pas avoir le temps de le faire. C'est bête à dire. On est déjà très occupé par la décision de soins dont tu viens parler, et derrière, il faut organiser la suite de notre décision de soins. Et c'est là qu'apparaît, à mon avis, l'aspect libéral. C'est à nous, effectivement, comme tu le dis, de commencer à penser à la prise de pouvoir de tout ça, parce que sinon, c'est Google qui est en train de le faire. On l'a annoncé, et c'est en marche. AXA est en train de le faire, on l'a annoncé, et c'est en marche. Et ça va être une paupérisation du soin si ce n'est pas nous qui la prenons. Je pense qu'effectivement, il faut se coordonner avec les autres professions de santé libérale. Et là où on diffère peut-être avec d'autres syndicats, c'est que nous pensons qu'il faut que ce soit transversal et que chaque libéral garde son cœur de métier tout en parlant avec son voisin. Mais c'est à nous de prendre le pouvoir sur les territoires. Nous avons l'occasion, grâce à cette loi, de nous réveiller et de le faire. Aujourd'hui, on nous présente des concepts qui ont déjà eu lieu, chacun doit en prendre ou pas. C'est vrai que le chiffre de Franche-Comté au départ, quand on a dit 950 000 €, mais ramener un patient à 300 €, je pense que vous devriez plutôt dire ce chiffre plutôt que de sortir les 950 000, ça ferait moins stresser les gens face à la somme. Tu as peur de l'argent? Pardon? Tu as peur de l'argent? Oui, les médecins n'aiment pas l'argent, il faut savoir le dire. Et puis surtout, quand c'est les ARS qui nous le piquent pour nous le donner là, on se dit, mais j'aurais préféré l'avoir chez moi. Alors, donc le discours est là. Donc la coopération et la coordination, pilotée par nous, les libéraux, je crois que ça a du sens. Et il faut que nous réveillons tous dans cette salle en sortant d'ici et en disant, je rentre chez moi et je monte mon truc sur mon territoire. Alors Patrick Gasset, voilà, plusieurs, parce que Patrick, 1 minute. Oui, 1 minute. Je voulais faire le constat, on fait tous le même constat, c'est que de nombreux acteurs sont présents. Il y a une poussée multiple qui est à la fois sociologique de la part de l'ensemble de nos collègues, qui veulent travailler différemment, et on le ressent, notamment les plus jeunes, et je rappelle que l'avenir, c'est pas nous, dans cette salle, puisqu'il y a quand même beaucoup de cheveux gris. Non, on va travailler encore longtemps, je te rassure. C'est nos enfants, et c'est ce que nous allons leur construire. Il y a une évolution technologique qu'on ne peut nier, et on le voit de plus en plus avec cette pression, notamment des GAFA qui veulent rentrer dans le système de santé. Et puis, on le voit de plus en plus, on a besoin de quelque chose d'organisationnel. On voit que le soin évolue, on évolue de plus en plus vers la santé. Et donc la prise en charge du parcours du patient dans sa vie de tous les jours. Je voudrais placer le médecin dans son corps de métier aussi, et Jean-Bernard, tu l'as très bien illustré. Le corps du métier du médecin, c'est de faire de la médecine et de faire du soin. Et aujourd'hui, le médecin n'est pas là que pour faire aussi du médico-social. Non. Il peut participer à cette organisation médico-sociale, et vous le présentez très bien lorsque vous présentez votre expérience au sein d'un établissement de soins. Eh bien, ça montre qu'il y a de nombreux acteurs qui aujourd'hui ne sont pas obligatoirement là. C'est quels sont les acteurs du financement du médico-social. Parce qu'aujourd'hui, on demande à l'ARS de financer toutes ces expériences. Mais attendez, derrière, il va falloir qu'on trouve à un moment le financeur. L'ARS et le FIR, ce n'est pas la pérennité de l'organisation et de son financement. Donc souvent, et c'est pour ça qu'on arrive à un moment dans le mur, lorsqu'on a des expériences du terrain, on s'aperçoit que la caisse d'assurance maladie n'est pas présente. Et quand on leur présente le modèle, ah ben non, ça coûte trop cher. Lorsque vous rentrez dans le médico-social, l'accompagnement,
Attendez, l'accompagnement du social, c'est pas à l'enveloppe du soin de le faire. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les gens qui en sont en responsabilité, le département, la région, n'est pas présent. En fait, globalement, on s'aperçoit qu'on a une multiplicité d'acteurs du financement. Et pour faire le lien dans cette multiplicité d'acteurs, l'ARS, là, a tout son jeu, tout son rôle. Sa mission. Mais aussi, il doit nous permettre à nous, dans nos propres entreprises, parce que nous faisons de l'entreprise de soins demain, aujourd'hui déjà, pour certains, eh bien, il va falloir, à un moment ou à un autre, contractualiser avec des acteurs qui ne sont pas des acteurs historiques du financement. Patrick, on va en parler en fin de matinée. Donc voilà, c'était, pour terminer là-dessus, c'était d'aller vers un financement un petit peu différent. Très bonne transition pour la table ronde. J'aimerais savoir si un jour, les ARS contractualiseront avec nos entreprises libérales ambulatoires, comme elles font avec les établissements de soins. Non, oui, très rapidement, parce qu'il faut quand même qu'on laisse du temps à Guy, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'ai une réponse à faire aussi. Juste avant la réponse de Martial, Béatrice Alarcoilan, je suis médecin de formation et je dirige l'URPS des médecins libéraux de Bretagne. Et je suis une grande activiste de Gécolib. Je vous en parlerai peut-être plus tard. Je voulais revenir sur les propos de Benoît qui, en posant la question à Martial, se dit qu'effectivement, toute cette culture de l'exercice coordonné, elle n'est pas encore très visible. Moi, je pense qu'elle existe et qu'elle demande à être accompagnée et que probablement il faut raisonner par territoire. Il n'y a pas de modèle unique, il y a probablement une méthodologie d'accompagnement qui peut être reproduite un petit peu partout. Et c'est pour ça que là où fonctionne la télémédecine, ailleurs, ce sera plutôt de la délégation de tâches qui sera opérationnelle. Et je crois vraiment qu'aujourd'hui, c'est à nous tous ensemble de rendre cet univers des possibles qui est infini opérationnel. Monsieur, alors très rapidement, Madame. Alors, en réponse à Monsieur Gasser, moi je suis Anne-Marie Prinet, donc je suis médecin généraliste et aussi conseillère régionale des Pays de la Loire. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est évident que les pouvoirs publics, les régions, je fais partie aussi de l'Assemblée régionale des régions de France, donc dans la commission santé, et que l'ensemble des régions, en particulier la nôtre, les régions sont très impliquées pour être des facilitateurs, y compris en moyens financiers, pour aider ces regroupements, les maisons de santé pluriprofessionnelles sur les territoires, avec comme engagement des professionnels, des élus et, si possible, aussi des citoyens, des habitants, de faire des vrais projets de santé sur leur territoire qui incluent pas seulement le soin, l'accompagnement médico-social, mais aussi la prévention, l'éducation à la santé, etc. Merci beaucoup. Et ce que je voulais dire, c'est que sur notre territoire, le conseil régional et l'ARS font des conventions depuis le début de ce mandat, depuis la création de l'ARS, pour faciliter les créations des maisons de santé quand il y a des vrais projets de santé sur les territoires. Et pense par rapport, là, il y a eu une évaluation des créations des maisons de santé en Pays de la Loire, puisqu'on est déjà sur ce mandat, pratiquement, on va arriver pas loin des 50 maisons de santé financées par la région, aux côtés de l'ARS qui s'occupe du fonctionnement, et que là, on pense que par cette évaluation qu'il va falloir que les régions et les ARS, avec la CNAM, bien sûr, aident au financement de coordination pour aider la mise en place de prévention. Pour répondre à Patrick, il y a de l'argent. Monsieur, juste pour ce que dit Madame sur la région, ça donne l'occasion juste de rendre un hommage à Jean-Luc Préel qui a été un grand promoteur de l'idée régionale, médecin bien sûr, grand connaisseur de l'assurance maladie et du système de santé à l'Assemblée nationale et qui vient de disparaître hier brutalement ici même, enfin dans la région. Monsieur. Docteur Pilzer, je suis médecin du travail à Châteaubriand. J'abonde évidemment avec ce qui a été dit sur la coopération qui va s'instaurer, enfin qui s'instaure déjà, et c'est une tendance lourde qui va
comment dire, qui va continuer de se produire, et notamment du fait de la féminisation de la profession. On n'en a pas encore parlé, mais je voulais surtout dire que nous devons nous préoccuper de la formation de nos jeunes. Nous avons un esprit de sélection qui est trop féroce, c'est-à-dire que plutôt que de se préoccuper de sélectionner des petits génies à la fin de la première année, nous devrions nous préoccuper de sélectionner des gens qui ont l'esprit de coopération. Merci. Merci. Oui, alors, et les femmes ont l'esprit de coopération. Merci. Alors, Martial. L'exercice. Alors, très rapidement. Très rapidement, l'exercice est très difficile, qui sera en quelques minutes, ouvrir un certain nombre de champs, donner à penser, et puis poser un certain nombre de balises. Pour autant, dans ce qui vient être dit comme réaction, on voit bien que chacun doit être dans sa mission. Les ARS ont mission à regrouper et à coordonner l'ensemble des interventions de nos interlocuteurs. Les syndicats ont pour mission d'aboutir sur les évolutions de rémunération. Les URPS, elles, ont vocation, c'est leur mission, à organiser le métier d'aujourd'hui et le métier de demain, et à travers ces organisations, de sortir un certain nombre d'éléments qui montrent ce que nous apportons dans le dispositif et qui permettent de faire ces négociations tarifaires. Et au bout du bout, dans toutes ces missions, il y a le médecin qui, dans son cabinet, lui, va faire son champ d'activité essentiel, qui va être la décision médicale au mieux de l'intérêt de son patient, en garantissant la qualité et la sécurité des soins que nous dispensons. Et il y aura des médecins demain, ça c'est mon credo, et ces médecins travailleront en coopération professionnelle avec les autres, parce que c'est une nécessité pour nous de nous ouvrir à ces coopérations et de construire le système de santé de demain avec des médecins au milieu. Merci. Merci Martial.